Alors d'abord, je déclare mes conflits d'intérêts. Euh, je suis psychiatre d'enfants, donc peu psychiatre d'adolescents, et donc j'ai une expérience clinique nettement moindre que Marie-Rose et David qui sont là. Mais je suis en supervision des internes de l'unité de crise du Kremlin-Bicêtre, qui reçoit beaucoup d'adolescents en grande difficulté, avec beaucoup de questions de transition. Et puis, j'observe, en tant que président de la Société française de pédopsychiatrie, j'observe beaucoup de débats entre mes collègues autour de ces questions qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Alors, la première chose que je constate, c'est une relative fréquence des distorsions de jugement de tous les professionnels qui s'intéressent à cette question. Comme ça engage émotionnellement beaucoup chacun d'entre nous, nous avons des difficultés à essayer d'avoir un regard rationnel tant que faire se peut sur la question, y compris quand on est scientifique. Et c'est d'autant plus problématique que s'il y a des données nombreuses que David nous a présentées, ces données sont extrêmement fragiles. Extrêmement fragiles. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire. Enfin, il est très difficile de faire des essais randomisés dans cette problématique. Mais en plus, il y a des conflits d'intérêts idéologiques, souvent des auteurs, qui sont militants ou qui ne le sont pas. Et puis, en plus, il y a des difficultés de phénotypage. Comme il l'a montré, en fait, la définition des critères d'inclusion va changer énormément d'une étude à l'autre, et du coup, et d'un pays à l'autre. Et même la façon de se représenter la question de la transidentité va varier d'un pays à l'autre. Et du coup, l'interprétation de l'ensemble des résultats, moi, me semble extrêmement difficile. Alors, on peut quand même tirer des conclusions, même en étant prudent. D'abord, moi, je pense qu'il y a effectivement une évolution récente du phénomène, donc il est licite de s'y intéresser. Après, il y a des facteurs de risque, si tant est qu'il faille les appeler comme ça, qui interpellent. David en a parlé, le sexe ratio, les TSA, les minorités, etc., qui ne sont, à de mon avis, pas des artefacts. Et puis, quand même, un résultat qui est quand même globalement favorable, c'est que dans les cohortes de transition, on peut dire qu'à court terme, il ne semble pas y avoir de gros problèmes dans le devenir. Voilà. Alors, vous voyez mes précautions d'usage, de gros problèmes dans le devenir à court terme. Alors, au-delà de ça, je pense que méthodologiquement, aujourd'hui, la question du phénotypage hétérogène est un problème incontournable. Et d'ailleurs, on l'a en pédopsychiatrie en ce moment. Il devient très difficile de faire de la recherche dans l'autisme. Comme c'est un trouble du spectre de l'autisme, tous les collègues spécialisés dans la discipline ont du mal à inclure des patients sur des critères qui sont homogènes. Et donc, or vous savez que pour faire de la recherche, il faut des critères d'inclusion homogènes. Alors, au-delà de difficultés méthodologiques pour la recherche, il y a vraisemblablement, en tout cas, c'est mon point de vue, donc c'est quelque part une spéculation, et je l'assume, euh, il y a des types de sujets, pour ne pas dire de patients, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a d'un côté, et ça j'en suis persuadé, d'incontestables incongruences de genre, ou des sujets, quel que soit l'âge, adolescents, adultes, eh bien, ne se considèrent pas avec le genre qu'ils ont, et de regarder le pénis qu'ils ont entre les jambes, pour eux, est quelque chose de complètement égodystonique qui peut conduire à des situations dramatiques de tentatives de suicide et à des prises, donc à des prises en charge médicales totalement légitimes. Mais d'un autre côté, il y a une nébuleuse de situations cliniques ou non cliniques qui n'ont absolument rien à voir avec ça de mon point de vue. Et pour comprendre ce qui se passe, je trouve que c'est extraordinairement difficile parce que ça fait appel à la fois à des considérations sociologiques, et on l'a vu dans le topo de David, que la catégorie socio-professionnelle, l'appartenance ethnique, le genre, etc., sont des facteurs qui interagissent avec le phénomène. Donc des considérations sociologiques, mais aussi des considérations psychologiques, cela va sans dire. Et il est très difficile d'avoir le recul suffisant pour pouvoir
assembler un corpus de connaissances sociologiques et psychologiques pour essayer de comprendre le phénomène. Et à mon avis, c'est ça qui participe au fait que aujourd'hui, on en parle beaucoup sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, en 5 minutes et avec beaucoup d'humilité, je tente de vous donner l'explication que moi j'essaie de me construire. Là aussi, c'est une spéculation, mais quand on est scientifique, il faut commencer les travaux que l'on fait par des spéculations avant de pouvoir poser des hypothèses pour les réfuter avec des expériences. Alors, d'abord, un petit mot sur l'adolescence. Vous devez savoir que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition d'un adolescent, en particulier de la fin de l'adolescence, que ça n'est pas la puberté, que c'est lié à la puberté, et qu'on peut considérer que l'adolescence est un moment, d'ailleurs, l'adolescence existe essentiellement chez l'humain comme mammifère, un peu chez l'orang-outan, encore c'est discutable, mais pas chez les autres primates. Et pourquoi? Parce qu'il y a une période de la vie où l'être humain est prêt à se reproduire et où il est interdit socialement qu'il se reproduise. Si un de vos enfants ou une petite fille vous dit à 16 ans qu'elle est enceinte, ça n'est pas un heureux événement, c'est un drame, alors que biologiquement, elle est totalement disposée pour pouvoir donner vie à un enfant. Et donc il y a une période où biologiquement le petit être humain est prêt à se reproduire, il est programmé à ça, il a une appétence pour la sexualité qui est conforme à ça, et où il y a une interdiction sociale. Et cette discordance conduit à une frustration, à des conduites de rébellion qui sont bien connues. Or, le fait de se déclarer comme en transition, c'est-à-dire de se déclarer comme ayant un genre qui n'est pas conforme à ce que la société m'assigne, eh ben c'est une agression de la société. Et c'est quelque chose qui est passé sous silence aussi, c'est que quand un jeune dit « je ne veux pas être une femme, je veux être un homme », c'est peut-être légitime, et ça l'est même dans des circonstances sûrement, mais c'est une agression de la société parce que la question du genre est une structure très très forte de nos sociétés. Et la remettre en question, c'est l'agresser. Et donc, ça participe à quelque chose de développemental qu'un adolescent. J'ai une collègue qui dit c'est une nouvelle façon d'être punk, et d'une certaine façon, ça correspond de façon assez illustrée à ce que l'on observe. Alors, il y a un deuxième plan sociétal, nous vivons dans une société de consommation. Il y a de la publicité partout. On va même rajouter qu'il y a du capitalisme et qu'on pousse à l'extrême à la consommation et au fait que tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible et on vous enjoint à faire que tout est possible. Just do it, comme dit la publicité pour Nike. Il n'y a pas de limite au désir, comme le disent les psychanalystes. Et donc, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas décider que le genre que l'on m'attribue à la naissance, que ce conditionnement que l'on me propose, de jouer à la poupée quand je suis une petite fille, d'avoir un camion de pompier quand je suis un petit garçon, et de devoir avoir un métier plutôt masculin ou plutôt féminin, eh bien, comme tout est possible, je peux décider que ça ne soit pas ce que je souhaite. Et je vais demander à la société que cela change. Et c'est d'autant plus faisable qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands récits, de méta-récits qui construisent la société. On appelle ça la postmodernité. Il y a une compartimentation des grands récits sociaux. Autrefois, il y avait une religion. Après, il y a eu un discours scientifique. Mais vous savez que vous avez vu pendant la crise Covid que les discours scientifiques ont du mal à passer dans la société. Vous aviez une chaîne de télévision qui faisait que tout le monde, le matin, discute de la même chose. Aujourd'hui, on a une fragmentation, en particulier avec les réseaux sociaux, qui font qu'on a des communautés dans lesquelles on partage ces représentations de la société. Et du coup, on se construit des espèces de microcosmes dans lesquels on se met d'accord sur ce qu'il est licite et ce qu'il est souhaitable dans l'organisation de la société, et cela rentre en conflit avec des injonctions sociales qui sont universelles, et les injonctions de genre sont universelles au sein de notre société. Et donc cette compartimentation des grands récits sociaux favorise le fait que l'on se sente en porte-à-faux par rapport à l'attribution des genres. En termes psychologiques, tout ça conduit à ce qu'on peut appeler un délitement du moi. Et ça, c'est ce que l'on observe en situation clinique, c'est que beaucoup de nos adolescents et nos jeunes adultes ont une structure du moi qui est fragile. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont à la recherche d'identités qui les construisent pour étayer ce délitement du moi.
Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer aussi ce que David présentait dans son topo, c'est que cette fragilité du moi et le fait que l'on se construise des récits au sein d'une communauté peut être particulièrement vrai si de fait on appartient à une communauté ethnique ou si l'on se sent victime, comme les femmes aujourd'hui qui se sentent victimes des harcèlements sexistes et sexuels. Alors, j'en arrive à la conclusion. Nous, médecins, comment on réagit par rapport à ça? Eh bien, dans le premier cas, s'il y a une incongruence de genre, cela relève de la médecine, il y a des prises en charge, et je pense que ces prises en charge sont licites et conduisent, dans une majorité des cas, à une amélioration de la vie de ces personnes. Dans l'autre extrémité, alors, je pense qu'il faut faire attention, parce que dans une grande majorité de cas, nous ne sommes pas dans une situation qui relève de la médecine. Nous sommes dans une problématique sociale, et nous n'avons rien à dire sur le fait que des jeunes peuvent être en rébellion par rapport à une assignation de genre. C'est une question de société, ça n'est pas une question de médecine. Et d'ailleurs, une transition sociale n'est pas une question de médecine, c'est une question de société, et je pense que les médecins n'ont pas grand-chose à dire à cela, même si ça les choque personnellement. Alors par contre, quand on demande une prescription de médicaments ou que l'on demande de bénéficier d'une intervention chirurgicale, alors cela relève de la médecine. Aujourd'hui, une prescription relève de la responsabilité d'un médecin. Et nous sommes responsables de l'efficacité possible de ces traitements et de leurs effets indésirables, en particulier quand ces derniers sont irréversibles. Et là, notre responsabilité est considérable quand nous avons affaire avec des adolescents. Je prends l'exemple d'une torsoplastie. Eh bien, la torsoplastie interdit à cette jeune femme qui souhaite ne plus devenir une femme, un jour, si elle change d'avis, eh bien d'allaiter ses enfants. Or, allaiter ses enfants, ça n'est pas rien dans la vie d'une femme et dans le développement de l'enfant qu'elle va avoir. Et comment une adolescente de 15 ans peut être sûre de ce qu'elle va être dans 30 ans ou dans 20 ans? Et donc, je pense que cette décision clinique qui appartient au médecin doit être strictement encadrée. Alors, ce que fait David dans CRCP est complètement louable et je suis absolument persuadé que tout ça est bien géré, mais je ne suis pas sûr que tous les adolescents en France aujourd'hui puissent bénéficier de ce type d'accompagnement. Et alors, avec les médicaments, on pourrait penser que la situation est moins dramatique, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. J'ai trop vu trop souvent des médecins minimiser les effets indésirables de leur traitement. Et avec la meilleure intention du monde, on souhaite faire du bien à nos patients sans que voir que parfois on ne fait pas que du bien. Et donc, moi j'enjoins à vraiment discriminer les demandes de transition de genre. Ça peut faire beaucoup de bien, mais ça pourrait faire éventuellement beaucoup de mal. Voilà ce que je voulais vous dire.